Bonjour à toutes et à tous, du coup, pour ce webinaire spécial FondChain. Du coup, c'est un temps d'échange, comme je vous l'expliquais en début de réunion, pour permettre de répondre à un certain nombre de questions qu'on a pu avoir et éclaircir certains points qui seraient encore obscurs, ou en tout cas faire en sorte de vous donner le maximum de visibilité. Et puis, effectivement, recueillir d'autres questions que vous auriez pour bien savoir comment candidater, quelles sont les limites de certains langues, quelles sont les ouvertures au contraire qu'on a pu mettre en place avec cette nouvelle session de fonds d'accompagnement des collectivités pour la rénovation énergétique via le programme ACTE. Peut-être quelques rappels pour bien qu'on parte tous du même niveau, pour effectivement vous présenter ce qu'est le fonds Chêne sur le slide juste après, qui permet effectivement d'avoir un accompagnement de l'ensemble des collectivités, de tout type en l'occurrence, via 5 lots de financement. Un lot autour des économes de flux, donc ces accompagnateurs de la rénovation énergétique locale qui vont effectivement conseiller, accompagner les collectivités et accompagner cette réalisation de travaux et suivi dans le long terme. Un deuxième lot sur les outils de suivi et de mesure de consommation énergétique, que ce soit à la fois des équipements en métrologie, des compteurs, des éléments de diagnostic, pardonnez-moi, ou bien évidemment des outils de suivi de consommation numérique comme il en existe un certain nombre sur le marché. Troisième lot avec des études énergétiques, notamment les audits en particulier, également les schémas directeurs immobilier énergie, un certain nombre d'études qui permettent ce passage à l'acte, de conversion fuel ou autre. On y reviendra dans les différentes questions. Les études de maîtrise d'œuvre, donc là on fait un pas dans les travaux. Et puis le lot AMO et autres prestations intellectuelles qui étaient un petit peu saupoudrées dans différents lots précédemment, qu'on a choisi de remettre en lot en tant que tel pour que ce soit plus visible. Les porteurs de projets éligibles sont donc les collectivités de tout type, au sens large du terme et pas uniquement restrictif par rapport au CGCT. Les bâtiments éligibles sont bien les bâtiments des publics, donc public territorial à usage tertiaire principal. Il peut y avoir des mixités d'usage, on y reviendra, et un taux de subvention de base qui dépend de différents bonus. Sur le slide juste après, effectivement, vous avez un taux de subvention de base qui est effectivement à 40% minimum et qui va monter avec différents bonus. Les bonus, ce sont ceux qui apparaissent à droite de votre écran. La mise en place de pérennisation des postes d'économes de flux, on y reviendra. Les études qui permettent d'avoir cette vision long terme, notamment schéma directeur immobilier énergie, décarbonation, etc., pour pousser à la fin du fioul, en particulier dans les territoires. Les communes rurales, effectivement, donc inférieures à 3500 habitants, telles qu'on le définit, et les départements d'outre-mer, et le bâti scolaire avec un travail qu'on fait commun avec la Banque des territoires et leur programme et du Rénin. Très concrètement, sur le slide d'après, vous le voyez, voilà à quoi ressemblent les taux de subvention. Donc, vous avez des taux de subvention entre 40 et 50% de base qui sont effectivement bonifiés selon les axes que j'ai pu développer juste avant, la pérennisation au niveau des postes, schéma directeur immobilier énergie, études décarbonation, commune rurale et des éléments évidemment pour nos amis des DROM pour pousser à l'action. Ce cumul des bonus arrive effectivement à une aide maximale de 80%. Vous pouvez avoir un économe de flux dans un territoire rural partagé éventuellement qui va travailler sur le bâti scolaire. Les bonus s'additionnent, mais dans cette limite du plafond des 80%. Un dernier mot de contexte pour vous rappeler le rétroplanning sur lequel on est présent. Donc on est bien sur plusieurs saisons de ce fonds chaîne-là, à savoir qu'on aura le même cahier des charges. On a pris un certain temps pour le travailler. Maintenant, il est stabilisé à 99%. Il y aura peut-être des petits ajustements, mais vraiment de détails pour les prochaines saisons. Et on a ouvert la première saison qui se clôture le 25 juillet dans une grosse quinzaine de jours, qui sera tout de suite suivi de l'ouverture de la deuxième saison qui se clôturera le 3 novembre et ainsi de suite pour les différentes saisons d'appel à projets de chaîne justement qui vous permettront, si votre projet n'est pas encore assez abouti aujourd'hui, si c'est trop juste parce qu'on sait que la période des congés et de juillet est complexe pour avoir tout le monde autour de table, d'affiner au fur et à mesure, voire d'élargir votre projet initial avec d'autres partenaires, d'élargir aussi avec d'autres bâtiments dès lors que vous avez pu être lauréat sur une des sessions précédentes de Shell ou bien que vous êtes un nouveau lauréat, évidemment. Peut-être quelques éléments rentrant dans cette foire aux questions pour vous préciser des éléments clés sur l'appel à projet de cette saison-là, avant de rentrer effectivement lot par lot sur l'explicitation d'un certain nombre d'éléments. Alors, la mutualisation, c'est un point effectivement qui est extrêmement important côté acté, c'est une de nos bases philosophiques. On cherche à faire en sorte que les communes, collectivités de manière large, soient regroupées, travaillent ensemble pour favoriser les synergies, pour avoir des effets leviers aussi
assez intéressant dans les groupements de commandes, dans les commandes des études, à terme dans les commandes de travaux, et vraiment cette expertise partagée, ce poste d'économe de flux, ou ces postes d'économe de flux se porter sur une assise de bâtiment suffisamment importante. Et donc, on pousse à cette approche de mutualisation. En revanche, on n'impose pas de maille, ni qualitative, ni quantitative. Et la nouveauté par rapport à Acte 2, c'est qu'effectivement, la candidature de collectivité seule est maintenant possible. Donc, la mutualisation reste fortement conseillée, mais n'est plus obligatoire. Donc, un groupement, on le définit entre au moins deux structures. Dans ces structures-là, il va y avoir un coordinateur qui va effectivement jouer le rôle de mutualiser la rédaction de la candidature, les échanges avec Acté et puis la répartition des appels de fonds. Il n'est pas obligatoire d'avoir effectivement une continuité territoriale, puisque l'approche thématique, si vous avez par exemple un territoire entre vous, peut prévaloir. À vous de le définir dans la candidature. C'est l'une des souplesses d'Acté, c'est effectivement chercher à s'adapter avec l'approche qu'on a, que vous portez au niveau territorial. Alors peut-être un mot supplémentaire sur la mutualisation, pour effectivement, sur le slide d'après, vous parlez effectivement de la mutualisation qui se fait sous deux aspects, ou bien la mutualisation entre structures, de EPCI, de syndicats d'énergie, enfin X, du coup je dis au moins deux en tout cas, une ALEC, une métropole, un syndicat d'énergie par exemple, un PNR, une interco, voilà, toutes les mutualisations possibles, ou bien les mutualisations de fait, à savoir les organes agrégateurs, c'est comme ça qu'on va le dire, qui rassemblent déjà un certain nombre de collectivités, sont déjà effectivement sous l'axe de mutualisation. Donc une commune peut bien candidater seule, même si effectivement notre rôle quand on va recevoir ce type de candidature, c'est de les inciter à voir s'il n'y a pas des mutualisations, des mariages heureux, des axes de travail heureux à faire à une candidature qui soit globalisée entre plusieurs communes via un syndicat d'énergie, un EPCU, une ALEC, etc., pour s'assurer qu'on a une dynamique territoriale qui soit partagée. Alors, le lien avec les différents, l'approche cumul des aides. Donc, cumul des aides par rapport à Acté 2 et cumul des aides par rapport à d'autres fonds hors d'Acté. Effectivement, lorsque vous avez été lauréat d'un appel à projet Acté 2, quel que soit l'un des noms des arbres qu'on utilisait dans son descriptif, vous restez bien éligible pour effectivement des aides au niveau du fonds chêne et des différentes saisons du fonds chêne. En revanche, il y a un point qui est extrêmement important, on l'a rappelé avec différents mails, il y aura encore un rappel qui partira cet été, c'est la complétude effectivement de votre dossier, l'avancée de votre dossier, les raisons pour lesquelles ça a pu avoir du retard, ce qui peut tout à fait s'expliquer, sera extrêmement regardé de la part du jury. On veut s'assurer qu'effectivement ceux qui ont travaillé fortement sur Acté 2, quitte à rencontrer quelques difficultés qui s'expliquent, puissent bien avoir accès au fonds chêne. À contrario, ceux qui n'ont pas pu, pour plein de raisons qui peuvent s'expliquer ou qui peuvent moins s'expliquer, et c'est là où sera la difficulté, avancer suffisamment sur leur projet, partiront effectivement avec une notation, une analyse du jury qui sera plus défavorable effectivement vis-à-vis de cet historique sur Acté 2. C'est le sens des programmes Acté, de cranter l'action et d'aller aussi vers plus d'accompagnement, d'où la nécessité aussi de regarder ce qui s'est fait par le rétroviseur et non pas uniquement devant à ce niveau-là. Donc on ne prend pas à chaque fois d'un dossier blanc, on prend en compte ce qui a été fait précédemment pour assurer la crédibilité du dossier, si tant est que tout est bien avancé ou que ce soit explicable. Est-ce que c'est cumulable avec d'autres aides? Oui, du coup, on est dans la limite maximale des 80%, donc comme on l'est sur du fonds Acté pur, les fonds supplémentaires sont sur 80% max. À ceci près, effectivement, on ne va pas sur du cofinancement pour des fonds qui sont déjà couverts, des actions qui sont déjà couvertes par d'autres fonds. Notamment le fonds chaleur, on a beaucoup de questions, on y reviendra sur les lots études ou autres, pour effectivement préciser que tout ce qui est dans le champ du fonds chaleur, on n'ira pas en aide, c'est bien l'ADEME qui est en position prioritaire. Pareil pour le fonds vert, pour ce qui concerne des actions qui pourraient être couvertes de la même manière. Sur les questions suivantes, autour effectivement de l'approche, hop là, je remercie Donatien de répondre en direct à vos questions. Sur l'approche effectivement des études en l'occurrence, on a fait en sorte d'avoir une certaine souplesse pour ceux qui devaient déjà commencer à lancer des études sans forcément attendre la réponse du jury, donc qui se fera fin septembre, on y reviendra avec Sophie un petit peu plus loin en l'occurrence, pour autoriser effectivement la prise en compte de ces études dont le marché a été publié à partir d'une certaine date et pas avant cette date-là. Donc pour chaîne 1, on est au 1er juin 2023, donc la date de publication du cahier des charges. Ces dépenses seront donc bien éligibles, modulo le fait, bien entendu, que vous soyez lauréat.
Sur les bonus, on reviendra sur cette approche des bonus ruraux ou autres. On a eu une question autour de PCI. Lorsque on travaille sur certains bâtiments de l'EPCI et qu'on cherche effectivement à avoir des actions en ce sens, les bonus au niveau effectivement de la dit ruralité, dit commune rurale, ne s'appliquent qu'aux bâtiments de la commune rurale en l'occurrence, et non pas les bâtiments qui sont situés sur une commune rurale qui appartiennent à une autre entité qui effectivement n'a pas la même envergure en termes de caractérisation de ruralité en l'occurrence. Peut-être pour entrer un peu plus sur les différents lots et continuer à poser vos questions. Merci à Donatien et à l'équipe d'être actifs par rapport à ça. On pourra en prendre quelques-unes à l'oral à la suite. On va faire lot par lot. Donc, je vais prendre les deux premiers et Sophie continuera avec les trois suivants. Je commence par le lot économe de flux. Les économes de flux qui sont vraiment au cœur du réacteur, si je peux dire, dans l'action territoriale et la structuration nationale qu'on fait côté acté. Effectivement, le poste, on conseille fortement de réussir à mutualiser. Et par contre, une fois qu'on a défini cette notion forte de mutualisation pour un poste d'économe de flux, on n'impose pas encore une fois une maille. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de document acté ou de demande actée pour vous dire c'est forcément 1000 bâtiments au minimum mutualisés pour qu'il y ait un poste d'économe de flux qui soit bien. On sait que ça dépend des dynamiques, des territoires. On sait que ça dépend aussi de l'ambition, du projet que vous avez derrière. Et effectivement, l'économe de flux, son métier sera légèrement différent. Son envergure en termes de nombre de bâtiments, de nombre de mètres carrés, de bassins de vie haute, quelle que soit la norme qu'on prend pour mesurer ça, sera distincte également. Est-ce qu'on peut financer un temps partiel? Oui, en l'occurrence, mais on cherche en revanche à le rassembler sur une personne pour s'assurer qu'effectivement, on ne fait pas du saupoudrage de poste, mais bien on a une personne qui soit en charge, pour l'interlocutrice du sujet de la rénovation énergétique au sein des collectivités qui portent ce type de poste-là. Et en termes de cofinancement, ça c'est une demande forte de l'ADEME, les CEP sont financés par l'ADEME, les économes de flux sont financés par Acté. Il ne peut pas y avoir de cumul sur le financement de différentes aides et en particulier sur les deux tiroirs financiers que je mentionnais. Dernier point en termes de calendrier sur les économes de flux dans les questions fréquentes qu'on a eues, à savoir quand est-ce que démarre la prise en charge du poste d'économe de flux et un certain nombre ou bien de lauréats actés 2 ou bien de commençants sur ce sujet-là qui avaient déjà travaillé sur un lancement d'un poste, vous posez cette question-là. Globalement, le financement commence à l'annonce du jury, donc à fin septembre, sauf effectivement, avec la même approche qu'on a pris pour la partie études, une prise en charge qui peut être un petit peu plus tôt, notamment si vous avez réussi à trouver des postes ouverts et pourvus au 1er juin en l'occurrence, et ainsi de suite pour les autres appels à projets, de manière effectivement à avoir un accompagnement financier de ces postes qui ont été prévus un petit peu en avance, qui ne seront officiellement aidés qu'à partir de septembre, mais financièrement aidés en termes de prise en compte à partir effectivement de sa prise de poste, donc au plus tôt au 1er juin dernier. Sur la question de la création du poste d'économe de flux, donc notamment dans la prise en compte de son éligibilité et dans le changement éventuellement de statut qui peut faire bénéficier d'un certain bonus, je pense notamment aux CDIsations ou autres. Là aussi, on a fait en sorte effectivement d'avoir une tolérance pour avoir un rétro-planning, d'éligibilité des dépenses qui nous permettent effectivement d'accompagner plus largement les postes et donc effectivement d'avoir un rétro-planning un peu plus ambitieux à chaque fois pour chaîne 1, parce que c'est notre première saison, partie 3 avril 2023. Et pour les saisons suivantes, là, on sera sur la date d'ouverture de l'appel à projet de cette nouvelle saison de l'appel à projet du fonds chaîne, qui effectivement interviendra le lendemain de la clôture de la saison précédente. Donc, vous voyez vraiment, on crante l'action encore une fois. Il n'y a pas de période où il y a un gros trou, où il n'y a aucun financement acté. C'est un peu la philosophie qu'il faut retenir à ce niveau-là. Et une rétro-planning qui permet de prendre en compte les premières dépenses par rapport à chaîne 1 qu'on lance du coup sur juin-juillet. Un mot sur le lot 2, donc outil de suivi et de mesure des consommations, donc tout ce qui est métrologie, tout ce qui est compteur, tout ce qui va être également logiciel de suivi de consommation. Pour rebondir sur deux questions qu'on a eues fréquemment, la première au niveau de la GTB-GTC. On ne change pas par rapport à T2, ça a été un grand débat au sein de notre jury qui nous a rappelé, et le ministère en premier lieu, qu'effectivement, la GTB-GTC est aidée par une fiche C2E dédiée. Donc, à partir de là, s'il y a une fiche C2E, les programmes C2E, et en l'occurrence Acté, ne peuvent pas accompagner cette mise en place-là. Modulo, quelques éléments qu'on a pu effectivement isoler, ceux qui sont listés à gauche de l'écran, les capteurs, les passerelles LoRa et les études de mise en place GTB, GTC, télégestion, etc., qui peuvent effectivement rentrer dans cette éligibilité-là. En revanche, pas les automates ni le paramétrage de la GTB. Au passage, le bon paramétrage d'une GTB,
ça ne coûte rien, ça rapporte quand même très vite beaucoup en termes d'économie d'énergie et donc de facture. On engage évidemment tout le monde à le faire. Est-ce que le fonds Chêne finance l'abonnement des logiciels de suivi déjà installés? La réponse est non, effectivement, puisque ça a déjà été déployé. Donc, du coup, on reste sur la mise en place qui a été effectuée par la collectivité, qui a théoriquement provisionné pour avancer en ce sens. Donc, on n'aura pas de refinancement acté à ce niveau-là. Continuons sur les questions pour un autre lot assez central, Sophie, qui est le lot des études énergétiques. Ouais, je prends la main, Guillaume. Oui, vas-y, si pour les 3 lots qui suivent. Oui, du coup, bonjour à tous. Concernant les études énergétiques, on a eu beaucoup de questions, savoir si le fonds Chêne finançait les études en lien avec les énergies renouvelables. Alors non, parce que pour nous, le développement des énergies renouvelables ne rentre pas dans le champ de l'efficacité énergétique, sauf dans le cas d'une substitution d'une chaudière fioul ou gaz. C'est pour ça notamment qu'on finance les études de substitution de chaudières carbonées, donc à condition qu'on supprime une chaudière fioul ou gaz, vous pouvez faire une étude de substitution qui analyse les différentes alternatives possibles pour remplacer ce type de chaudière. En revanche, le fonds Chêne ne finance pas les études plus poussées, notamment les études de faisabilité pour le développement d'énergies renouvelables telles que la géothermie ou les chaudières biomasse ou le photovoltaïque et solaire thermique, même dans le cas d'une substitution de chaudière fioul ou gaz, parce que c'est pris en charge par le fonds chaleur. En revanche, on a 2 petites exceptions qui peuvent être prises en charge par le fonds Chêne, notamment si vous faites une étude de faisabilité pour l'isolation de votre toiture, vous pouvez y inclure une étude de structure pour le développement du solaire, mais il faut bien que cette étude soit couplée avec l'étude d'isolation de la toiture. Et nous pouvons aussi prendre en charge les études technico-économiques qui visent à étudier la possibilité de vous raccorder à un réseau de chaleur existant, et je dis bien vous raccorder à un réseau existant et non pas faire une étude pour étendre ou créer un nouveau réseau de chaleur. Et il faut bien que tout ça rentre dans le cadre d'une substitution d'une chaudière fioul ou gaz. On a eu beaucoup de questions aussi sur les volets qualité de l'air intérieur et confort d'été obligatoires dans les audits énergétiques, parce que comme vous avez pu le lire dans le cahier des charges, on impose désormais que ces 2 volets soient pris en charge dans les audits énergétiques pour vraiment viser une rénovation complète des bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on attend par qualité de l'air intérieur? On n'attend pas forcément des mesures, des campagnes de mesure de la qualité de l'air intérieur. C'est une mesure optionnelle que vous pouvez ajouter à vos audits, mais on attend vraiment un audit des équipements existants liés à la qualité de l'air intérieur. C'est tout ce qui est système d'aération. Notamment. Et concernant le confort d'été, on attend une analyse des éléments permettant la résilience du bâtiment en cas de forte chaleur, sans production de froid actif. Donc, on est en train de travailler sur un cahier des charges type comprenant ces 2 volets. Il est encore en cours de relecture par nos partenaires et il sera disponible au mois de septembre. Donc, l'obligation de prendre en charge, de prendre en compte ces 2 volets ne s'appliquera qu'une fois que le cahier des charges sera publié. Donc, pour ceux qui ont déjà lancé des marchés, pas d'inquiétude pour ça. Et en revanche, si ces 2 volets, c'est une autre question qu'on a eue, si la qualité de l'air intérieur ou le confort d'été a déjà été étudié par ailleurs, c'est possible de le mentionner dans votre audit énergétique, de dire que le sujet a déjà été traité de manière annexe et du coup de joindre l'étude au moment de l'appel de fonds. L'idée n'est pas de refaire une étude qui aurait déjà été faite. Autre question qu'on a souvent, est-ce que une étude réalisée en interne, c'est-à-dire qu'un agent ou un salarié de votre collectivité qui va réaliser lui-même l'audit, est-ce que cette étude est valorisable au fonds Chêne? Non, on ne finance pas de temps interne. Il faut vraiment une facture et parce que le programme ACTE n'a pas vocation à financer des postes déjà financés pour ces études. En revanche, est-ce qu'une étude réalisée par une ALEC ou une SPL ou un syndicat d'énergie ou encore un EPCI pour une commune, cette fois-ci, est-il éligible? Alors, il y a 2 cas de figure.
Dans le cas où l'ALEC, la SPL ou le syndicat d'énergie facture la prestation, donc facture l'étude à la commune, on a 2 sous-catégories. Si un économe de flux est embauché dans cette structure, l'étude ne sera pas valorisable parce qu'on finance déjà le poste d'un économe de flux. Et même si ce n'est pas l'économe de flux en question qui a réalisé l'étude, en revanche, s'il n'y a pas de poste d'économe de flux financé dans l'ALEC, la SPL ou le syndicat d'énergie, et qu'il y a bien une facture pour l'étude réalisée pour la commune, dans ce cas-là, on pourra valoriser cette étude. En revanche, dans le cas où il n'y a pas de facturation de l'étude auprès de la commune, on ne pourra pas valoriser cette étude. Et ça, c'est le cas où les communes payent une cotisation annuelle à l'ALEC, la SPL ou le syndicat d'énergie et qu'il n'y a pas de facturation pour ce type d'audit. Je passe ensuite au LOCAT sur la maîtrise d'œuvre. Est-ce qu'il y a quels sont les travaux concernés par les études de maîtrise d'œuvre pour être éligibles? Savoir qu'on prend en charge tous les projets de rénovation énergétique tant qu'il y a des objectifs d'efficacité énergétique et que ces travaux portent sur un bâtiment éligible au FONCHEN. Donc, on ne prend pas en charge tous les projets de rénovation, de réhabilitation ou de réaménagement sans recherche d'objectifs d'efficacité énergétique. Et les études de maîtrise d'œuvre uniquement pour les changements de chaudière ne sont pas éligibles non plus car pris en charge par le fonds chaleur. Une question qu'on a eu beaucoup aussi, c'était si dans l'un des appels à projet Acté 2, on avait déjà financé les premières étapes de maîtrise d'œuvre. Est-ce que les étapes suivantes pouvaient être valorisées dans chaîne? La réponse est non, car toutes les actions financées dans Acté 2 ne pourront pas être financées dans chaîne et on considère que, quelles que soient les étapes de la maîtrise d'œuvre, ça correspond à une seule et même action de maîtrise d'œuvre. Donc, ce qui a été financé dans Acté 2 ne pourra pas l'être dans chaîne, même si ce sont des actions, les phases suivantes de la maîtrise d'œuvre et même si les factures des phases suivantes sont bien dans les dates d'éligibilité de chaîne. Que se passe-t-il en cas de maîtrise d'œuvre sur un bâtiment mixte, c'est-à-dire comprenant une partie tertiaire et une partie logement? Donc, on a vu, et c'est explicité dans le cahier des charges, que les bâtiments mixtes, c'est-à-dire comprenant aussi une petite partie logement, sont bien éligibles à la chaîne. Concernant les études, c'est-à-dire un audit sur un bâtiment mixte, l'entièreté de l'audit est pris en compte. En revanche, pour les études de maîtrise d'œuvre, quand on vous demande de renseigner la surface des bâtiments pour calculer l'aide, il faut uniquement renseigner la surface tertiaire de votre bâtiment. Dans le cas des projets de rénovation, extension, parce qu'on sait que quand vous faites un projet de rénovation, il y a parfois des projets d'extension qui vont avec. Et du coup, comment ça se passe dans ce cas-là? La prestation reste éligible. En revanche, il faut uniquement renseigner la surface du bâtiment existant qui est rénové et exclure la partie extension pardon, je n'arrive pas à m'exprimer. S'il y avait un projet d'extension qui allait avec la rénovation. Dans le cas où seulement une partie du bâtiment fait l'objet de travaux, c'est-à-dire ça arrive lorsque, par exemple, l'isolation d'une toiture a déjà été faite en partie, mais pas sur l'intégralité du bâtiment. Dans ce cas-là, c'est bien que la surface bénéficiant des travaux qui devra être renseignée pour le calcul des aides. Une question que j'ai vue passer dans le chat aussi et qu'on a eu plusieurs fois, comment s'assurer de ne pas dépasser 80% de financement avec le cumul des autres aides? Car en effet, la difficulté réside dans le fait que, par exemple, pour le fonds vert, l'aide obtenue pour les travaux est calculée aussi en fonction du coût de la maîtrise d'œuvre. Du coup, la règle à retenir, c'est que, j'essaye d'être claire, on part du principe que la maîtrise d'œuvre représente 10% du coût des travaux. Du coup, c'est à vous de faire le calcul pour voir combien l'aide que vous avez obtenue sur maîtrise d'œuvre plus travaux
combien ça représente en coût de maîtrise d'œuvre. Donc, ça sera 10% de l'aide totale que vous avez perçue. Ouais. C'est une proposition, en fait, là-dessus, en fait, c'est un cas assez particulier où il y avait eu des aides fédéraires sur une aide, du coup, et la partie maîtrise d'œuvre, études n'était pas dissociée entre enfin, voilà, maîtrise d'œuvre, études, maîtrise d'œuvre, travaux et la partie études aussi classique qu'on peut avoir sur ces bâtiments-là. Et donc, on a proposé une règle de calcul, mais s'il y a d'autres règles de calcul que vous voyez, c'est tout à fait possible aussi. Hein. C'est un exemple, on n'a pas stabilisé les choses de manière parfaite sur ce sujet-là, exprès pour que vous soyez à l'initiative aussi d'autres propositions de règles de calcul parce que c'est vous qui êtes responsable en fait de cette règle du cumul des 80%. Donc à vous de nous dire par rapport au bâtiment, la typologie, la manière dont les financements étaient organisés, je choisis de faire un prorata en surface ou je choisis de faire un prorata par rapport aux différents montants qui sont mis en place. Et je vous assure effectivement que les 80% ne sont pas atteints ou sont atteints, auquel cas on fait autrement à ce niveau-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, merci pour cette précision, Guillaume. Et enfin, concernant le dernier lot sur les assistances à maîtrise d'ouvrage et autres prestations intellectuelles, on a eu les mêmes questions en fait beaucoup sur le temps interne, du coup les mêmes questions que sur le lot 3. Et donc de la même manière, par exemple, si un agent ou un salarié non financé par le programme acté a pu assurer des missions de conseil pour les communes qu'elle accompagne ou pour sa propre collectivité, est-ce que c'est associé à une assistance à maîtrise d'œuvre qui peut être valorisée dans le lot 5 ? Non, c'est par exemple le cas pour une chargée de mission recherche de financement qui est en poste au sein d'une commune, même si elle a pu travailler pour sa commune pour aller chercher des financements, répondre au cahier des charges chaîne ou aller chercher d'autres fonds, fonds verts, déciles, etc. Ce n'est pas assimilable à une assistance à maîtrise d'œuvre puisque la personne est en poste pour cela. Et même question que sur le lot 3. Est-ce qu'une AMO réalisée par une ALEC, une SPL ou syndicat d'énergie pour une commune éligible, est-ce que cette prestation d'accompagnement peut être valorisée en tant qu'AMO dans le lot 5 ? C'est le même cas de figure que pour le lot 3. C'est-à-dire que s'il y a une facture pour cette prestation facturée à la commune, c'est éligible uniquement dans le cas où on ne finance pas de poste d'économe de flux au sein de l'ALEC, au sein de la structure qui aurait accompagné la commune. Si en revanche, il n'y a pas eu de facturation parce que la prestation d'accompagnement fait partie des missions de l'ALEC, SPL ou syndicat d'énergie, fait partie des missions qui relèvent de sa compétence parce que la commune a adhéré au service. Dans ce cas-là, non, on ne pourra pas valoriser cela dans le lot 5. Voilà, on avait sélectionné quelques questions, les questions les plus fréquentes qu'on avait reçues et celles qui nous semblaient le plus pertinentes. Mais comme il nous reste à peu près 25 minutes, on peut prendre en direct les questions qu'on a reçues sur le chat. Je sais que mon collègue Donatien, que je remercie, a déjà répondu à pas mal d'entre elles. Je vais faire un petit tour des questions auxquelles on pourrait répondre en direct. Voilà, je vois notamment la question de la cotisation, alors qui apparaît à une ALEC, du coup, qui est vraiment la réponse que tu viens de faire, Sophie. C'était une question, je crois pas avoir vu la réponse de Christophe Costa, sur la cotisation annuelle d'une ALEC, est-elle éligible à ce niveau-là? La réponse, du coup, est contenue sur le slide qui s'affiche sous vos yeux. Donc la réponse est non, en l'occurrence, c'est partie d'une cotisation annuelle plus globale aussi. Une autre question, Sophie, sur l'étude bioclimatique, du coup, pour compléter un audit énergétique déjà réalisé, donc bioclimatique notamment dans l'approche confort d'été, de ce que je vois la question de Sabine Izard. Je ne vois pas la question, pardon, il y en a eu. L'audit énergétique a été réalisé sur un bâtiment et la collectivité souhaite le compléter par une étude bioclimatique et confort d'été. Est-ce que cette étude peut être prise en charge? Oui, pour moi, oui. Tu confirmes? Oui, on l'a mis, ça sera d'ailleurs à terme dans le cahier des charges type audit énergétique qu'on travaille et qui est en lecture du côté de nos partenaires, notamment l'ADEME, pour intégrer cette notion de confort d'été qui en réalité doit être un prérequis dès le départ pour tous les audits énergétiques. Donc pour les cas où l'audit aurait été réalisé sans ces éléments-là et dans l'attente de la publication de ce fameux cahier des charges-là, ça doit être pour la rentrée, je pense qu'on pourra vous le partager. Effectivement, on rend éligible toutes ces prestations-là et on les conseille très fortement d'intégrer pour tous les audits à venir. Je pense qu'on ressent tous la chaleur de ce moment en particulier. Alors, une question aussi, Sophie, plus globale. Est-ce qu'il y a déjà des taux de succès qu'on pourrait retenir pour les différents appels à projets Acté 2
qu'on transposerait sur chaîne 2, chaîne 1, chaîne 2, etc. Dit autrement, quel sera le taux de sélectivité du jury envisagé pour cette session 1? Le taux de succès, pour moi, dès que les candidatures sont recevables, on n'a pas mis de limite au nombre de lauréats par saison de chaîne. Donc, dès que le dossier est recevable, c'est-à-dire qu'il répond au cahier des charges, ça devrait passer au niveau du jury, mais le jury reste décideur sur les candidatures, à savoir que lorsqu'on va analyser, parce que du coup, le programme acté fait une pré-analyse des candidatures avant de le soumettre au jury fin septembre. Et nous, si on voit qu'il y a des éléments manquants ou des éléments qui nous semblent un peu plus fébriles, qui nécessitent plus d'explications de votre part, ou des choses où on se dit que ça pourrait ne pas passer au jury fin septembre, on prendra contact avec les collectivités candidates pour essayer de voir comment améliorer leur candidature. Et effectivement, vous l'avez compris, notre rôle côté acté, c'est on est instructeur, on est pousseur de vos bonnes idées on a pour but de faire passer tous les bons dossiers, justement, ou tous les dossiers perfectibles qu'on travaille avec vous, justement, sur ce temps avant la présentation au jury. C'est pour ça qu'aussi on a besoin d'un contact, notamment durant l'été, pour être sûr qu'il y a des choses optimisées pour qu'on comprenne bien tout pour défendre au mieux le jury. Le jury est décisionnaire. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas fixé une enveloppe fixe pour cette session 1 de chaîne. On n'a pas d'objectif non plus en termes de nombre minimal ou maximal de lauréats. Donc, tous les bons dossiers seront assurés de passer, tous les bons dossiers qui sont matures pour passer à cette session 1, cette saison 1 de chaîne, seront assurés du succès aussi. Par contre, un taux qu'on peut quand même mettre en avant, c'est le fait que tous ne passent pas avec le budget demandé, puisqu'il y a évidemment un travail au niveau du jury, de l'instruction avant, mais aussi et avant tout du jury, pour optimiser certains des postes. Et on avait à peu près 40% des dossiers sur les saisons précédentes d'Acté 2 qui faisait l'objet d'un réajustement financé de la part de jury, qui est parfois minime sur une année d'études, qui peut être parfois plus importante aussi, des demandes aussi parfois de fusion, de mutualisation de certains dossiers qu'on pouvait avoir à ces niveaux-là. En revanche, un taux de succès pour les bons dossiers qui était assez élevé, on devrait être dans la même dynamique modulo, ce que vous portez aussi évidemment en tant que porteur de projet, évidemment. Je prends une question suivante. Sur le portail de candidature, on demande des détails par bâtiment, notamment les années de construction, surface, etc. Dans le cas d'un bâti communal important et hétérogène, il arrive que certaines des informations soient incomplètes. Est-ce que c'est bloquant pour la réception du dossier ? Nous, on a mis un peu plus de souplesse que ce qu'on imaginait au début parce qu'on se rend compte que toutes ces informations sont compliquées à apporter dès la phase candidature, c'est-à-dire que vous pourrez apporter plus tard les années de construction, les surfaces des bâtiments. En revanche, c'est bien nécessaire on vous demande d'être le plus précis possible lors de la phase candidature. On vous demandait au début d'identifier le bâtiment exact les demandes d'études, on a assoupli ça. En revanche, les bâtiments précis sont obligatoires si vous souhaitez bénéficier des bonus, notamment des bonus communes rurales et bonus bâti scolaires. Et pour les autres, les surfaces sont obligatoires aussi pour les demandes en termes de maîtrise d'œuvre, parce que le calcul de l'aide est en fonction de la surface. En revanche, lors des appels de fonds, lorsque vous ferez remonter vos factures pour remboursement, il faudra bien remplir tous les indicateurs pour pouvoir toucher les aides. Et les indicateurs, j'entends par là notamment la surface des bâtiments, qui est propriétaire, l'adresse du site, sa typologie, etc. Mais dès la phase candidature, ce n'est pas obligatoire à ce stade. C'est un point qu'on a vraiment rajouté par rapport à ceux qui connaissaient nos appels à projets, nos dossiers Acté 2. Donc, Acté 2, Acté Plus, c'est simplification et massification. Donc, un seul type de fonds, le fonds chaîne en l'occurrence pour tous les bâtiments, plusieurs sessions, plutôt plus facile pour tout le monde à anticiper, un planning qu'on affiche dès le départ, une facilité de dépôt de dossier avec notre portail justement de candidature. Je laisserai l'équipe le rappeler évidemment dans le chat on l'a à la fin du slide aussi pour vous puissiez y accéder. Petite complexité supplémentaire, c'est cette liste de bâtiments. On a eu un assouplissement par rapport à ce que disait Sophie pour ne la rendre obligatoire que pour les bâtiments pour lesquels vous demandez un bonus. En revanche, globalement, on fait en sorte de s'aligner, c'est l'élément de notre comité de pilotage, sur ce qui est demandé au niveau d'opérat, plus particulièrement, et d'avoir un suivi beaucoup plus fin sur l'application des aides actées à l'échelle bien du bâtiment et non plus uniquement à l'échelle du membre bénéficiaire direct ou bénéficiaire final. Sophie, on a 2 questions en termes de bâtiments. Dacia a répondu dans l'une d'entre elles, mais c'est intéressant de la verbaliser pour tout le monde. Est-ce que les cantines et les salles de sport sont éligibles au niveau d'Acté ?
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est considéré comme bâtiment scolaire notamment? Oui, il y avait une première liste de ce qui est considéré comme bâtiment scolaire dans le cahier des charges et dans la FAQ là, qui sera en ligne prochainement. Il y a plus de détails. Donc, il est considéré comme bâtiment scolaire, école, collège, lycée, mais aussi tout ce qui est périscolaire, accueil de loisirs. Et dans le cas d'un bâtiment scolaire comprenant aussi des équipements liés au scolaire, notamment les cantines, les équipements sportifs, s'ils font partie du bâtiment scolaire, c'est considéré comme un bâtiment scolaire en soi. Donc, tout ce qui a dominante scolaire est bien considéré comme bâtiment scolaire et peut prétendre au bonus bâti scolaire. Un point également, une question très précise à laquelle on ne répondra pas, mais ça nous permet peut-être de rappeler notre rôle aussi côté acté. Question de Cyril Métois. Comment connaître le besoin d'audit de 327 communes pour 3 ans? Je ne vais pas vous donner un chiffre à cette réponse-là. Je vais plutôt vous inciter justement, et c'est un message pour tout le monde, à bien contacter le référent régional. On est organisé en région côté acté pour justement être au courant de toutes les dynamiques territoriales qui sont présentes, des liens qu'on pourrait faire entre dossiers. Et on a aussi cette casquette d'expert aussi pour vous aider à travailler au mieux votre dossier. Donc, l'idée, c'est pas qu'à la fin de ce webinaire-là, comme des différents webinaires qu'on a fait précédemment, on se dit, bon, bah, on attend votre candidature et le 25 juillet, on ouvrira la boîte mail pour voir ce qui est sorti. C'est surtout que vous dites, bah, voilà, mon correspondant régional, c'est telle personne, je lui envoie un mail, et il va m'aider à monter mon dossier, il va m'aider à affiner mes besoins aux alentours, au vu du REX qu'on a côté acté. Vous avez bien compris qu'acté, on porte une dynamique effectivement d'accompagnement financier, mais aussi d'expertise. Là, on est vraiment sur la partie financière, on a toute la partie centre de ressources. Vous avez beaucoup de ressources, de cahiers des charges, de formations gratuites qui vous sont accessibles via tout ce qu'on porte de guides, d'outils numériques ou autres. Donc, c'est vraiment une partie de notre rôle de répondre à ce type de questions au vu de plein d'éléments qu'on affinera ensemble. Est-ce que c'est rural? Est-ce que c'est urbain? Combien de bâtiments par commune? L'âge moyen? Enfin, on peut en tout cas faire ce rôle de conseil, de défrichage pour vous aider à organiser au mieux votre candidature. Doit-on attendre pour initialiser une étude que le dossier ait été présenté au jury, j'imagine, ou peut-on commencer l'étude et ne payer la facture qu'après la présentation du dossier? Oui, si on revient sur les dates d'éligibilité, il faut bien que les factures aient une date postérieure à l'annonce des lauréats par le jury. En revanche, vous pouvez lancer vos études, donc signer les devis à partir de la date de publication du cahier des charges pour la saison 1. Donc, on a retenu le 1er juin. Donc, vous pouvez lancer vos études dès à présent, mais rien ne garantit que vous serez lauréat. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas lauréat, vous n'aurez pas de remboursement sur cette étude, même si elle a été lancée, mais vous pouvez lancer les études dès à présent pour la saison 1 et pour les saisons suivantes. Il faudra attendre l'ouverture de la saison suivante. Et pour la date d'ouverture des saisons, on a retenu le lendemain de la date de clôture de la saison précédente, comme l'avait expliqué Guillaume tout à l'heure. Un sujet sur la coordination aussi du groupement, ça c'est une nouveauté qu'on a ouvert dans Acté+, qu'on n'avait pas forcément exprimé comme tel sur Acté 2. On sait que coordonner un groupement, donc en mettant en œuvre cette mutualisation, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, donc il faut dédier du temps à ce niveau-là. Donc on rend ce temps-là éligible, notamment dans la part économe de flux. Donc si vous aviez déjà un économe de flux pour l'ensemble des audits d'accompagnement que vous avez, vous pouvez en prendre un ou une partie d'un en l'occurrence, modulo la règle dont on parlait tout à l'heure d'avoir une partie des ETP répartie sur une personne, enfin pas un ETP entier, mais répartie sur une personne, pour assurer cette coordination de groupement. Donc c'est bien prévu et on l'a bien rendu éligible par rapport à Acté 2, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est normal aussi d'accompagner les dossiers qui font l'effort de se mutualiser. C'est une question sur le cofinancement Acté et ADEME pour les SDIE. Donc, moi, des derniers échanges que j'ai eus avec l'ADEME, enfin, en tout cas avec ma collègue en charge des référentes SDIE, c'est qu'apparemment, l'ADEME ne finance plus les SDIE au niveau, enfin, ouais, les différentes ADEME régionales ne financent plus les SDIE. Du coup, la question ne se pose plus sur les cofinancements, je pense. Oui, exactement. C'est un choix de l'ADEME de se désengager ce sujet-là. D'un point de vue financier, en revanche, on travaille avec eux pour une dynamique, avec le CRMA également d'ailleurs, d'observatoire, d'analyse et de concaténation de toutes les bonnes pratiques qui ont pu être observées au niveau des SDIE. Donc, on reste impliqué sur la partie expertise technique, mais plus sur la partie financière où du coup, on reste les seuls financeurs à ce niveau-là. Question des dates, Sophie, si on remet le calendrier, peut-être que tout le monde a en tête ce lien avec la saison 2, je vois que ça revient sous différents aspects. Et vous aurez bien évidemment accès au PowerPoint, hein, cela va de soi, de manière à ce que vous ayez tous les éléments sur le sujet. Et j'en profite également pour vous indiquer que
ça n'est qu'une partie en fait des questions qu'on traite dans notre foire aux questions. Vous avez un certain nombre de documents séparés par lot pour vous permettre de répondre aux différentes questions fréquentes qu'on a eues sous la forme qu'on vous a présentée avec Sophie, un petit peu plus rédigée, mais c'est exactement le même type de message pour vous permettre de rentrer dans des questions qu'on n'aurait pas abordées aujourd'hui ou sur lesquelles vous souhaiteriez revenir. Et ces documents sont en accès sur notre site. Je laisse Assira, s'il vous plaît, et Jacqueline couper les micros et Lily, s'il vous plaît. Que 75. Assira, Jacqueline. Ah, parce que je pense qu'il y a un part fixe et un part variable. C'est être le part fixe. Alors, peut-être, en parlant un peu plus fort, Sophie, je laisse l'équipe, s'il vous plaît, prévenir Assira et Jacqueline pour couper le micro. Merci. Sur le calendrier, du coup. En fait, c'est géré par les services, mais attends, j'ai eu un... Ah oui, une question. Est-ce que les établissements d'accueil des personnes âgées EHPAD ou résidences autonomie sont considérés comme bâtiments mixtes? Concernant le domaine de la santé, seuls les établissements... Oui, il faut que je parle vraiment fort et que je me concentre parce qu'il y a du bruit derrière, pardon. Les EHPAD sont bien éligibles à chaîne dans la mesure où ils sont rattachés à une collectivité territoriale, notamment une CCAS ou CCIAS, je n'ai plus le sigle en tête. Un centre communal d'action sociale, du coup, dans ce qui permet d'accompagner effectivement les populations à caractère de précarité à différents termes. Ou centres intercommunaux d'action sociale, CIAS, c'est ça. En revanche, les EHPAD publics autonomes ou rattachés à un centre hospitalier ne sont pas éligibles à chaîne. Et pour ceux qui connaissaient Acté avant, on avait fait des appels à projets dédiés au domaine de la santé dans Acté 2, notamment les conventions Pensée et les conventions CHAM qui rendaient éligibles le secteur hospitalier notamment et les autres établissements publics dans le domaine de la santé. C'était une exception qu'on avait faite parce que on avait à cœur de pouvoir accompagner aussi ce secteur de la santé, bien que ce ne soit pas notre cible initiale, parce que pour reprendre le sigle Acté, ça veut dire Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Donc notre cible sont vraiment les collectivités territoriales. Et tout ce qui relève du secteur de la santé dépend de la DGOS et non de la DGEC qui régit le programme Acté. En revanche, on est quand même en réflexion en ce moment pour essayer de relancer des conventions sur la santé au niveau régional, mais à ce jour, il n'y a rien de fait et rien n'est encore sûr, mais on a bien en tête cette problématique. Donc, pour répondre à la question, seuls les EHPAD publics rattachés à une collectivité territoriale sont éligibles à ce jour. Et pareil pour les résidences autonomie, si elles sont rattachées à une collectivité territoriale, c'est éligible également. Juste une remarque SDIE, vous avez raison, effectivement, on a répondu un tout petit peu vite. Merci Thomas pour cette précision. Et je corrige ma réponse pour préciser que la nouveauté dans les aides de l'ADEME, c'est qu'ils exigent il y a une nouvelle certification qui est sortie auprès de l'OPQUBI de réalisation des schémas directeurs immobilier énergie. Et pour avoir accès aux aides de l'ADEME, vous devez faire appel à un prestataire certifié par l'OPQUBI. Ces certifications sont en cours pour un certain nombre de prestataires qui ne sont pas encore réalisés à date, mais effectivement, l'aide reste ouverte. Pardonnez-moi pour cette petite erreur. Merci pour votre complément. Oui, merci. Je regarde si je vois d'autres questions, sinon n'hésite pas. Je pense à l'articulation entre les différentes saisons de chaînes que j'ai vues sous différents aspects. Ouais. Comment est-ce que ça se met en pratique du coup? On candidate à la saison 1, on peut revenir à la saison 2, à la 3, à la 4, etc. Comment ça va se décliner? C'est à moi que tu poses la question. Oui, alors, je peux prendre la réponse aussi, pardon, je joue le rôle de l'animateur. Alors, je peux y répondre, du coup, je vais faire la question à la réponse. Ça s'articule bien, c'est-à-dire que vous pouvez avoir déjà un premier projet avec une certaine envergure, un certain nombre de bâtiments, un certain nombre de collectivités dans le groupement que vous imaginez, dans ce que vous déposez là au 25 juillet. Et puis, vous dire au final derrière que, tiens, il y a eu d'autres collectivités qui ont été intéressées, on a trouvé d'autres bâtiments on s'était concentré d'abord sur ceux qui étaient éligibles des critères tiers, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc, on revient à la saison 3 pour demander justement un renforcement de notre projet, un renforcement, par exemple, de l'équipe des économes de flux, une augmentation du nombre des auditeurs aussi. C'est l'intérêt aussi, nous, d'avoir créé ce portail numérique, c'est d'avoir une certaine souplesse aussi dans le suivi des conventions, donc d'intégrer ces nouveaux éléments qui repasseront forcément en jury. On regardera évidemment ce qui a été réalisé avant de proposer la candidature et en la proposant auprès du jury en candidature pour s'assurer que ça fonctionne, de manière à avancer là-dessus.
Mais c'est l'idée d'avoir cette souplesse-là. Donc, si vous manquez concrètement la saison 1 de chaîne, parce que pas forcément prêt, parce que pas forcément de TP disponible sur le courant du mois de juillet pour remplir jusqu'au bout le dossier, pas d'inquiétude, vous pourrez venir sur cette chaîne 2. Si vous n'avez pas complètement pris l'envergure aussi grande que vous le souhaitiez sur chaîne 1, parce que vous n'avez pas eu le temps encore de creuser d'autres thématiques, vous pourrez revenir sur chaîne 2 en ayant déjà obtenu un financement chaîne 1. Tout s'articule à ces niveaux-là. Et une question que j'ai pas vue passer étonnamment dans le chat, alors qu'on a beaucoup eu la question, est-ce que c'est obligatoire de candidater sur les 5 lots d'action? Parce qu'en effet, dans le cahier des charges, on a dit qu'il fallait bien faire une demande sur les 5 lots d'action. Donc la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé de faire une demande sur les 5 lots d'action. En revanche, il faudra bien justifier dans la candidature pourquoi vous ne faites pas de demande sur les autres lots. Et l'une des raisons, peut-être justement, comme il y a la possibilité de candidater à plusieurs saisons de chaîne, vous pouvez commencer dans chaîne 1 par faire une demande pour un poste d'économe de flux. Et c'est grâce à une fois cet économe de flux recruté, vous pourrez mieux affiner votre projet et faire des demandes sur les lots études ou maîtrise d'œuvre dans d'autres saisons. Donc, il faudra bien justifier dans la candidature que vous allez faire étape par étape, ou que si vous ne demandez pas d'aide sur le lot économe de flux, par exemple, c'est parce qu'il y en a déjà un embauché ou que vous bénéficiez des conseils d'un CEP en place, etc. Et de même, tous les membres d'un groupement qui candidatent ne sont pas obligés de demander des fonds sur les mêmes lots. C'est vraiment flexible. Et pour répondre à Christophe Costa qui demande si c'est gênant qu'il y ait une demande plus importante sur chaîne 2 par rapport à chaîne 1, non, pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment en fonction de vos besoins au fil du temps. Et c'est ce qui s'explique. Hein. Vous voyez à chaque fois sur Acte, il y a certains éléments qui sont très cadrés, très carrés, et c'est normal. D'autres, au contraire, où notre réponse, c'est on fait confiance à l'ingénierie territoriale parce qu'on y croit. On est issu de collectivités pour une grande partie de l'équipe, justement, et d'une fédération de collectivités. Mais justement, si ça s'explique parce que, effectivement, par rapport à la dynamique projet, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait plus de choses, ou qu'au contraire, vous avez d'abord commencé petit pour grandir après, etc., ça se comprend tout à fait. Donc, tout ce qui s'explique est défendable en jury, il faut le prendre sous cette forme-là. Peut-être une remarque concernant la durée des actions dans le délai imparti. C'est Dominique Geoffroy qui pose la question en tant que Rex lauréat Acte 2. C'est extrêmement important ce que vous dites là. On vous engage évidemment dans les demandes que vous faites à ne faire que des actions qui vous semblent réalisables dans les délais impartis. Nous, le contrat qu'on donne, effectivement, c'est on apporte de l'argent sur une durée définie, en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 2026. Charge à vous de voir s'il est réaliste ou non de conduire ces actions dans le délai imparti. Évidemment, dans l'instruction, on donnera des conseils, mais vous êtes les seuls bénéficiaires des fonds, donc responsables de ces fonds-là. Si les délais impartis vous semblent trop courts, n'y allez pas, effectivement, plutôt qu'effectivement bloquer des fonds qui vont générer des reliquats et donc effectivement une appréciation négative de votre dossier sur une prochaine session en l'occurrence. Et c'est vraiment ce point liminaire au début du webinaire en disant bien qu'effectivement, tous les lauréats d'Acte 2 qui candidateront sur chaîne 1, 2, 3, 4, etc., auront leur dossier analysé sur Acte 2 pour comprendre pourquoi ça n'a pas avancé. Et je précise bien qu'il y a des raisons qui sont tout à fait compréhensibles pour lesquelles ça peut ne pas avancer, qui sont indépendantes de la collectivité ou qui peuvent s'expliquer pour plein de raisons internes à la collectivité. D'autres, en revanche, si on n'a pas eu de nouvelles du dossier pendant plusieurs mois et qu'on n'a aucune remontée d'informations, que finalement il y a des changements politiques, de gouvernance, des dynamiques locales qui font que le dossier n'a pas été engagé, que la collectivité revient avec un nouveau dossier, ça ne passera pas en jury, soyons très clairs là-dessus. J'ai une question sur la maîtrise d'œuvre. Est-ce que sont éligibles seulement les études des bureaux d'études techniques fluides? Non, ça sera précisé dans la FAQ en ligne aussi. On prend en charge toutes les prestations des maîtrises d'œuvre, donc bureaux d'études techniques fluides, mais aussi tout ce qui relève des prestations d'architectes et des économistes notamment. Parce qu'on est vraiment dans la globalité du projet, tant qu'il s'agit bien sûr d'un projet de rénovation énergétique avec des objectifs de rénovation énergétique. Et on prend aussi en charge toutes les phases de la maîtrise d'œuvre, de la phase avant-projet sommaire à la dernière phase, en tout cas tout ce qui relève de la loi MOP qui organise la maîtrise d'œuvre pour les structures publiques. Est-ce que je vois d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, dans tous les cas, elles ne resteront pas sans réponse. D'abord parce que vous avez le PowerPoint à la suite du webinaire, le replay évidemment, mais aussi et surtout les différents fichiers de FAQ par lot qui permettent effectivement d'avoir l'approche satisfaisante à réponse aux questions.
Mais au-delà des éléments numériques, c'est l'humain qui est derrière. Et s'il n'y a que Sophie et moi qui sommes connectés avec notre caméra, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans les locaux actés à attendre les dossiers. Vous l'avez compris, on a une équipe d'une 30aine de personnes qui sont régionalisées dans le sens en charge de tout ou partie de certaines régions. C'est vers eux qu'il faut vraiment vous tourner pour présenter votre projet, ne pas hésiter à demander des précisions sur la manière dont ça se rédige, ne pas hésiter à demander des conseils dans la rédaction, dans l'expertise technique aussi. C'est à ça qu'on sert encore une fois. C'est notre plaisir effectivement d'instruire des dossiers, c'est d'instruire des bons dossiers et d'aider à avoir fait émerger des très bons dossiers par cette expertise technico-économico-juridique qu'on a au niveau d'Acté à ce niveau-là. On arrive du coup au bout de ce créneau de webinaire. Je vous engage vraiment pour la suite des questions au-delà du replay, du PowerPoint et des fichiers, comme l'indiquait Sophie, à rentrer en contact avec nous, avec les chargés de mission, les différents collègues au niveau des régions qui permettent effectivement d'accompagner et de réussir au mieux votre dossier, pas uniquement pour le passage au jury, puisque vous continuerez à avoir cette relation long terme sur la durée du programme Acté et d'accompagner aussi la bonne réalisation des objectifs. Merci à toutes et à tous. Et donc, on reste à votre disposition avec Sophie et surtout toute l'équipe, du coup, la 30aine de personnes qui composent Acté aujourd'hui pour vous accompagner. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée.